Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau chat spécial. Un chat spécial aujourd'hui en compagnie de Bruno Coleman. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler essentiellement des États-Unis, de la santé économique des États-Unis avec la politique économique de Donald Trump. Mais en guise d'introduction, j'aime bien voir un peu l'avis général des invités sur l'évolution récente des marchés financiers. Comme ça, voir un peu ce qu'ils en pensent et voir un peu si on peut faire un parallèle avec la santé économique des États-Unis. On a connu début février une correction, on peut le dire, des marchés financiers qui est venue des États-Unis, qui s'est propagée ici en Europe notamment. Quel est votre regard par rapport à cette correction qu'on a connue en février et qui, apparemment, il y a quelques remous pour l'instant récemment? Je crois que cette correction était largement anticipée parce que les marchés avaient connu une hausse quasiment ininterrompue depuis 2009, malgré quelques accros et quelques chutes très temporaires. Et la grosse question qui animait les marchés financiers, c'était de savoir à partir de quand la normalisation monétaire allait avoir lieu aux États-Unis, c'est-à-dire à partir de quand les taux d'intérêt monteraient-ils aux États-Unis. Une indication a été donnée par la Federal Reserve récemment. Mais ce qui a, je crois, animé fortement les marchés, c'est cette perspective de guerre commerciale, voire un jour peut-être de guerre des monnaies, entre des économies concurrentes, à savoir essentiellement la Chine et les États-Unis. Et puis il y a eu ce phénomène particulier qui porte sur les actions technologiques. Alors, est-ce qu'on est devant un crash technologique? Je ne crois pas. Mais il se fait qu'à un certain moment, ce qui attire, ce qui est innovateur, devient banal dans l'économie. Et donc les investisseurs ne payent plus la prime de nouveauté, la prime associée au quasi-monopole de ces entreprises, dont les services sont complètement intégrés dans le quotidien des citoyens et des consommateurs. Et donc la conjugaison d'un redressement monétaire probable aux États-Unis, avec d'une guerre commerciale et, on va dire, d'un réajustement sans doute de valeur technologique, a contribué à augmenter la volatilité. Et il y a aussi derrière ça, parce que le rôle des marchés financiers, c'est plutôt d'anticiper ou de négocier le futur qu'autre chose, peut-être l'inquiétude qu'aux États-Unis, on soit proche de la fin d'un cycle d'expansion. Et un des symptômes de cette intuition, c'est que les taux d'intérêt à long terme restent finalement plafonnés, 2,80, 2,90, un peu plus bas, qu'on voit les taux d'intérêt à court terme qui augmentent et que normalement l'aplatissement d'une courbe de taux est un des indices d'une entrée probable dans une légère ou profonde contraction économique. Okay. Donc ces événements mis ensemble ont conduit les investisseurs à être un peu plus prudents. Ceci étant, il faut aussi dire que les valorisations restent soutenues, restent élevées, avec des price earnings, c'est-à-dire des multiples boursiers qui sont hauts par rapport à des temps historiques. Ok, on va continuer. Là, vous avez beaucoup évoqué les États-Unis, la santé économique des États-Unis, les questions qu'on se pose par rapport. J'aimerais attirer l'attention sur un des derniers chiffres qui est apparu sur la santé économique des États-Unis, c'est l'activité manufacturière. En mars, on a eu l'indice ISM, un léger ralentissement en mars. On arrive à 59,3%. Bon, c'est toujours au-dessus du seuil de 50% qui veut dire une croissance de l'activité. C'est même le 107e mois consécutif positif. Mais on sent quand même que ce léger ralentissement qui a été observé ici aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, fait tiquer les investisseurs. Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète ? Je crois qu'on ne peut pas tirer de conclusions définitives d'un mois ou de deux d'indices manufacturiers, mais il y a sans doute la prise de conscience que le cycle d'expansion économique, commencé en 2009 après le grand choc de 2008, arrive probablement à son terme, en tout cas que l'économie va se normaliser. Et d'ailleurs, toute l'agitation médiatique de Donald Trump est en fait une réponse qui n'est d'ailleurs pas du tout empreinte de hasard, mais qui est bien réfléchie, et sans doute une réponse à ce probable ralentissement économique, puisqu'il désigne non seulement les migrants comme étant une cause d'appauvrissement, mais aussi la Chine comme étant le facteur déstabilisateur de son commerce extérieur. Il parle d'un plan de grands travaux, ce qui veut dire qu'il y a la conscience du fait que non seulement les infrastructures américaines doivent être remises en état, mais que ça pourra permettre, sous l'angle keynésien,
de remettre un peu d'activité économique. Donc oui, c'est sans doute le cas. Mais vous savez, les États-Unis, quand on voit ce pays, et quand on enlève 50 km de côte est et ouest, on a une économie qui est finalement peu développée, qui est en déshérence d'une croissance disparue depuis bien longtemps. Le Midwest, par exemple, est très frappant. C'est devenu quasiment un désert économique après que Zassiri est fermé dans les années 70 et 80. Oui. Et donc voilà, c'est une économie qui est appauvrie, qui n'a pas retrouvé la fierté, la croissance qu'elle avait pu connaître après la guerre. Ok. Toujours dans cet aspect économique des États-Unis, j'aimerais qu'on voit un peu tout ce qui avait été annoncé ces derniers mois par Donald Trump. Bon, j'aimerais d'abord vous poser cette question. Donald Trump annonce beaucoup de choses, mais concrètement, il n'y a pas toujours ce qu'il a été annoncé. On voit parfois des plans qui sont réduits, voire abandonnés. En tant qu'économiste, comment on peut évaluer la politique économique de Donald Trump, vu toutes les annonces et puis concrètement le peu de choses qui sont véritablement mises en place? Je ne dirais pas que peu de choses ont été faites. Donald Trump a été élu sur un élan populiste, à des motifs en fait de prospérité perdue des États-Unis, qui voulaient retrouver une fierté qui avait été, je crois, depuis la guerre du Vietnam un tout petit peu écartée. Et en fait, il a bénéficié, et il bénéficie toujours, d'une économie en extrêmement bon état, parce que quand on voit les taux de croissance américains, quand on voit la chute du taux de chômage aux États-Unis, on a une économie qui est aussi prospère qu'à la fin des années 40. Certains disent que le taux de chômage aux États-Unis pourrait tomber aussi bas que 3,2% cette année-ci, soit un taux comparable à celui de 1948. Et donc, tout l'effet de la politique d'Obama qui a consisté à mettre en œuvre un dollar faible, mais aussi un déficit budgétaire qui a d'ailleurs atteint 10% à un moment soit Obama pour faire redémarrer l'économie après 2008, a porté ses fruits et Donald Trump en bénéficie. Et certains disent que son plan fiscal, que ces mesures d'ailleurs sont procycliques, c'est-à-dire qu'elles vont en fait contribuer non pas à créer de l'activité économique qui est déjà forte, mais plutôt à stimuler de l'inflation et donc éventuellement une hausse des taux d'intérêt. Donc c'est sans doute une politique économique qui arrive un peu à contretemps. C'est plutôt une politique économique qu'on aurait dû mettre en œuvre en période de récession, mais c'est peut-être en anticipation de cette récession que Donald Trump essaie de reculer le moment à partir duquel ça va être confronté. Les États-Unis vont s'y confronter. Alors, c'est vrai qu'il a perdu son combat sur l'Obamacare, en partie, mais par contre, sa réforme fiscale a été votée et appliquée immédiatement, avec un effet assez immédiat sur les sociétés américaines. Il a voulu aussi remettre les Américains dans une posture plus isolationniste, avec un rapatriement des bénéfices étrangers. Maintenant, il met en œuvre une rhétorique belliqueuse dans le domaine commercial avec la Chine et avec d'autres pays, parce qu'il constate, mais c'est la marque de fabrique américaine, que les Américains sont en déficit commercial par rapport au reste du monde, ce qu'ils ont toujours pu se permettre parce qu'ils détiennent la monnaie universelle, et donc ils peuvent forcer leurs créanciers, qui sont les exportateurs, à détenir leur propre monnaie. Donc c'est en fait un problème mal posé, sachant qu'en plus ces pays sont les créanciers des États-Unis. Mais donc, je ne dirais pas que rien n'était fait, mais sa politique risquerait, le cas échéant, une surchauffe de l'économie américaine s'il n'y a pas de récession, ou peut-être de dépasser une éventuelle contraction si d'aventure cette contraction est constatée. Ok, donc cette question de fin de cycle que les investisseurs et analystes se posent pour l'instant pour les États-Unis, est-ce que c'est la bonne question à se poser, ou vu ce que met en place Donald Trump, cette question peut se poser? Non, la question certainement doit être débattue, mais il est possible, et certains économistes américains, j'y étais d'ailleurs il y a 10 jours aux États-Unis avec différents collègues, il y a certains économistes américains qui disent que la récession américaine est peut-être, si tant est, ou la contraction américaine, si tant est qu'elle soit vérifiée, puisse être postposée de 2 ans à 3 ans grâce aux mesures de Donald Trump portant notamment sur les travaux d'intérêt public et les investissements collectifs aux États-Unis. Ok. Juste, on va commencer à voir certains graphiques. J'aimerais juste avoir votre commentaire sur ce premier, qui est l'évolution du cours euro-dollar. Souvent, l'évolution de la monnaie représente un peu la représentation des investisseurs par rapport à une économie. Comme vous l'avez dit, sous Obama, il a voulu un dollar faible. Sous Trump, on a eu des commentaires pro-dollar faible, mais on voit que depuis 2017,
pour l'instant, le dollar, effectivement, baisse de nouveau. Voilà. Mais on voit dans ce graphique des choses extrêmement intéressantes. D'abord, il faut savoir qu'il y a à chaque continent son traumatisme. Donc, les Américains ont tiré des leçons de la crise de 29, qui est que quand une crise importante frappe le pays, il faut à la fois un déficit budgétaire et un dollar faible. Et donc, c'est cette recette qu'ils ont mise en œuvre lors du crash de 2008-2009. Par contre, en Europe, et surtout depuis l'entrée de l'Allemagne dans la zone euro, on a le traumatisme des années 20, qui est un traumatisme d'ailleurs savamment entretenu comme étant l'origine de la Seconde Guerre mondiale, alors que ce n'est pas le cas du tout, mais donc il y a le traumatisme de l'hyperinflation de 1923. Donc les Allemands veulent une devise qui est forte, qui est désinflatée, et d'ailleurs leur opposition à l'assouplissement quantitatif, à la création monétaire qui a été mise en œuvre depuis 2015, reflète en fait cet état d'esprit. C'est ce que j'appelle un état d'esprit protestant en matière de gestion de la monnaie, alors que les Américains sont plutôt des agnostiques tout à fait pragmatiques. Et ce qu'on voit dans ce graphique, c'est assez frappant. On voit que d'abord le dollar a été très très faible jusqu'en 2014. Pourquoi ? Parce que les Américains ont laissé filer le dollar en créant de la monnaie, c'est-à-dire en rendant le dollar plus abondant, donc moins cher, donc finalement faible. Et puis à partir du moment où, après quelques années d'errance économique complète, les Européens ont décidé d'imprimer de la monnaie. En fait, c'est l'euro qui s'est fortement déprécié. Et ça prouve d'ailleurs que les deux continents, sont rentrés dans la résolution de la crise à des moments différents. Donc les Américains nous ont précédés de la création monétaire avant que les Européens ne la mettent en œuvre. La création monétaire a commencé de manière effective, mais bien sûr elle avait été anticipée auparavant au printemps 2015. Elle dure maintenant depuis à peu près 3 ans. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en Europe, et ça c'est plutôt la fin du graphique, c'est qu'en Europe, cette création monétaire aura une fin. Elle aura une fin pour des raisons politiques, et surtout peut-être parce que la Banque Centrale Européenne va devoir abandonner son objectif d'inflation à 2%, qui était en fait la logique, la trame intellectuelle qui avait prévalu lors de la création monétaire, parce que l'inflation, on s'en rend compte maintenant, on va dire en déni de toutes les théories qui ont pu être établies, c'est que ce n'est pas la création monétaire qui la stimule, mais d'autres phénomènes de l'économie réelle, comme le vieillissement de la population. Et donc la normalisation monétaire américaine, qui est paisible, plus la finitude du programme de création monétaire européen, fait que le cours maintenant est environ aux alentours d'un 22, un 23, ce qui n'est pas très loin de la parité de ce qu'on appelle des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire que certains économistes essayent de trouver quel est le cours d'équilibre qui permettrait d'équilibrer, donc de rendre équivalent le pouvoir d'achat dans deux continents, et on est dans des zones entre 1,20 et 1,35, donc on est peut-être dans un ciblage qui est proche de la réalité naturelle de l'économie. Voilà. Et donc je pense que le cours actuel du dollar reflète cet équilibre. Il faut savoir aussi, donc ça n'a pas été dit par hasard, que Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor américain, a dit à Davos à 2 reprises qu'il voulait un dollar faible. Et c'est en fait intuitif. Le dollar étant une devise mondiale, étant une devise dans laquelle la plupart des pays sont créanciers, puisque les Américains sont importateurs nets, est une devise qui doit se déprécier. Les Américains ne pourraient pas tolérer une monnaie forte qui est la monnaie dans laquelle ils doivent rembourser leurs propres dettes. Donc, avoir une politique de déficit commercial et de déficit budgétaire gigantesque doit aller naturellement de pair, c'en est à la fois la cause et la conséquence, avec un dollar qui est faible. Et donc, les États-Unis ont une devise qui, par son essence, par son universalité, est structurellement dévaluationniste. D'ailleurs, ils ont parfois fortement dévalué le dollar quand ils ont détaché les talons or en 1971 lors de la fin des accords de Bretton Woods. Donc ça c'est la trame de la logique monétaire américaine. D'ailleurs, elle a en fait été théorisée par un certain Rouza, qui était sous-secrétaire d'État au Trésor sous Kennedy, reprise par Connally, le secrétaire d'État au Trésor de Nixon, qui a mis en œuvre la fin des accords de Bretton Woods. Volcker en était un des adeptes, Bernanke aussi, donc un dollar faible. Ça c'est la logique américaine. Et donc, je pense qu'on pourrait avoir derrière la guerre commerciale que Trump met en œuvre, peut-être des ajustements monétaires. C'est en fait ma crainte, c'est qu'à un moment, on ait une dépréciation forte du dollar, parce qu'on ne peut pas imaginer, comme l'a dit Trump de manière malencontreuse, de vouloir un dollar fort et en même temps de vouloir que le déficit américain se réduise. Donc c'est quelque chose qui est à mon avis incohérent, et je pense que la tendance naturelle du dollar est plutôt à la baisse, si tant est que ce soit bien argumenté sous l'angle politique. Mais cette tendance à la baisse n'est pas du tout le reflet d'un affaiblissement économique.
des États-Unis? Alors ça pourrait l'être parce qu'effectivement, quand on anticipe un affaiblissement économique par la force des choses, il y a moins d'investissements étrangers, le pays attire moins de capitaux. Moi, je crois que les cours de change ont été manipulés par la force des choses depuis la crise de 2008 et que donc on arrive progressivement à un état de nouveau normal de l'économie qui correspond donc à l'application, comme je le disais, de la théorie de parité des pouvoirs d'achat et que donc le mouvement à la baisse de l'euro qu'on a constaté, c'est le reflet de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, oui. Tandis que le dollar faible, c'était l'anticipation de cette création monétaire quelques années plus tôt par les Américains, puisqu'ils ont commencé en 2009. C'est ça, et maintenant on arrive à un stade de normalisation. Voilà. Ok. Autre graphique que je voulais que vous commentiez, on va passer juste à celui-ci, c'est la croissance, donc le taux de croissance du PIB américain. On est à 2,3% pour 2017. On a même atteint 2,9% au quatrième trimestre 2017 en glissement annuel. Et on sait que Donald Trump vise les 3%. C'est son objectif. Est-ce que pour vous, c'est un objectif atteignable? Et comment? Je crois que c'est atteignable. On parle bien d'un taux de croissance réel, c'est-à-dire hors inflation. C'est possible d'ailleurs, sur une longue période, le taux d'intérêt à long terme est plus ou moins égal au taux de croissance, donc c'est envisageable. Mais ce qui, dans ce graphique, est tout à fait étonnant et qui doit être répété, c'est la brièveté de la crise de 2009-2010. En fait, on a eu le crash boursier en 2008, et très rapidement, l'économie a fondu avec des PIB qui sont devenus négatifs, mais à ceux qui croyaient qu'on allait retrouver un scénario de 1929, ce à quoi d'ailleurs je n'ai jamais cru et je n'ai jamais publié à ce titre-là, eh bien, le graphe donne une réponse, à savoir que l'économie a facilement rebondi et que donc les Américains, par cette politique de dollar faible, par cette politique de déficit budgétaire, ont pu facilement corriger cette crise. Donc aujourd'hui, le référentiel ne doit pas être la période 2009-2010, qui est manifestement un hiatus dans la croissance économique, mais plutôt la tendance à long terme de la croissance américaine qui se situe entre 2 et 3%. Pourtant, oui, on a l'impression qu'il y a une certaine stagnation entre 2 et 3% et qu'on n'arrive pas à dépasser ces 3%. Oui, alors c'est vrai qu'on ne va pas retrouver des taux de croissance, peut-être pas immédiatement réels, de 3 à 4%. Ça veut dire que autre chose se passe dans l'économie. Et moi, mon intuition profonde, c'est qu'il y a deux phénomènes qui jouent un rôle massif dans l'atténuation du taux de croissance. C'est d'abord le vieillissement de la population, et puis d'autre part, c'est ce bouleversement technologique complet qui a comme corollaire un bouleversement, une précarisation du marché de l'emploi, avec le sentiment de la finitude d'un certain monde. Le vieillissement de la population n'a jamais bien été intégré dans les théories économiques parce que toutes les théories, qu'elles soient celles de Smith, de Keynes, de Ricardo, de Marx, de Friedman, ont pour la plupart été établies en période de démographie positive. La fameuse courbe de Phillips, par exemple, qui lie le taux de chômage au taux d'inflation, a aussi été établie dans l'époque manufacturière quasiment de plein emploi. Et donc, on se rend compte maintenant que le vieillissement de la population entraîne probablement une moindre croissance économique. Alors, on peut le voir sous l'angle intuitif, parce qu'une personne qui est âgée consomme moins, investit moins, doit souvent vivre de ses économies ou de l'assistance d'un système de retraite et donc de manière plus prudente, que ça atténue la croissance économique, que par un phénomène d'écho, la population plus jeune voit un taux de croissance moindre et fait moins d'enfants, et qu'il y a donc en fait une perpétuation par l'entretien des deux points extrêmes de la démographie d'une croissance qui serait un peu plus basse. On voit aussi que, et c'est un phénomène d'ailleurs contre-intuitif, que la propension marginale à épargner augmente avec l'âge. En fait, les personnes âgées sont inquiètes de leur propre espérance de vie, des soins de santé, d'une moindre assistance publique, et donc, pour aussi avoir le sentiment de rester au contrôle des finances de leur vie, continuent à épargner. Et en tout cas, au Japon, on le voit. On voit donc que la propension marginale à épargner augmente avec l'âge, ce qui est un peu singulier. On pourrait se dire inversement que dans une optique un tout petit peu narcissique, les personnes bénéficieraient du présent plutôt que de s'inquiéter d'un futur qui ne leur appartiendra plus. Et voilà, c'est le premier phénomène. Et l'autre phénomène, c'est cette disruption technologique. Alors, certains disent, et ils ont sans doute raison, on verra bien qu'à très long terme, l'économie créera plus d'emplois qu'elle n'aura détruit. Enfin, quand on analyse les crises de nature schumpeterienne, c'est-à-dire la fameuse destruction créative ou la création destructrice, eh bien, on se rend compte que d'abord on innove et puis on détruit les anciens métiers. Ce ne sont pas les fabricants de bougies qui ont inventé la lampe à incandescence.
Et donc, ce phénomène rend le travail précaire. Les réponses collectives en matière salariale qu'on donnait auparavant à l'économie sont remplacées par une individualisation beaucoup plus forte. On voit que quand on cumule les personnes qui sont à travailler à temps partiel ou dans des métiers avec des contrats précaires, on arrive facilement dans les pays développés à 25% de la population, avec parfois des pourcentages plus importants dans les tranches jeunes de la population, comme c'est le cas en Angleterre. Il est clair qu'avoir une précarisation de l'emploi et une moindre prévisibilité du futur rend les personnes plus prudentes et donc dans une relation plus immédiate à l'économie. Et ça, cette fragilisation, sans doute, contribue à contenir d'une certaine manière le taux de croissance. Parce que certains parlent évidemment des start-up, de ce nouveau monde, et quand on fait le recensement des personnes qui sont dans les start-up, et même si beaucoup sont formés par des programmes maintenant ambitieux, comme c'est le cas en Belgique, peu nombreux sont les start-up qui ont vraiment réussi à gagner beaucoup de millions. Donc voilà, c'est un monde qui change, c'est un monde qui s'adapte, qui se fissure, qui se fragmente. Et puis il y a d'autres phénomènes qui jouent. C'est le fait que, par exemple, la croissance des dettes publiques et l'inquiétude en matière de pension entretient la perception dans la population qu'un jour, elle va devoir passer à la caisse. Et que donc, il faut être prudent dans sa gestion financière. Les inégalités sociales sont certainement un facteur qui contribue à atténuer la croissance. Pourquoi ? Parce que pour 10 personnes qui quittent la classe moyenne, une personne devient peut-être riche, 2 à 3% plutôt très pauvres, et puis 7%, 7 sur 10 ont un niveau de croissance qui est un niveau de prospérité qui est un peu moins important. Et donc cette perception de la fragilité sociale entretient aussi plus de prudence, avec, je le disais, une précarisation importante de la population. Prenons le cas de la Belgique, on a à peu près une personne sur 5 qui est en dessous du seuil de pauvreté. C'est gigantesque pour un État qui se dit providentiel, mais selon certains chiffres, 40% des pensionnés seraient en dessous du seuil de pauvreté. Donc, sachant que ces pensionnés, en termes absolus et relatifs, sont une proportion croissante de la population, ça donne bien la mesure de ce qui est en train de se passer, de manière sournoise et insidieuse. Et bien, ce phénomène contribue aussi à une moindre croissance, puisque la prise de risque en est bien sûr altérée. Ok. On va maintenant se focaliser sur concrètement l'impact économique des différentes mesures prises ou annoncées par Donald Trump. J'aimerais qu'on s'attarde d'abord par la réforme, vous l'avez évoqué, qui a été longtemps débattue et maintenant votée en décembre dernier. Est-ce qu'on sait déjà plus ou moins l'impact économique de cette réforme ? C'est très difficile à dire. Certains imaginent que le ratio d'endettement public des États-Unis pourrait augmenter de 10 à 12 points au cours des 10 prochaines années. C'est possible. Mais je reste prudent parce que les États-Unis ont toujours montré une faculté de résilience absolument extraordinaire et en fait ont une croissance organique de l'activité économique qui permet très rapidement d'absorber les déficits budgétaires par un surcroît de croissance. Donc je pense que ça va avoir un impact très important. Et puis il y a aussi cet aspect de rapatriement de fonds de sociétés américaines qui n'est pas négligeable et qui va conduire progressivement, même si sous l'angle de la macroéconomie ce n'est pas optimal, à voir des activités économiques qui étaient situées à l'étranger, des emplois, revenir vers les États-Unis. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez important. Personne d'ailleurs ne l'a contesté. Certains ont dit que ça créerait un peu d'inflation parce qu'elle contribuerait à la surchauffe économique. J'en ai déjà parlé ce midi. C'est possible, on verra bien. Mais je pense que ça a un impact positif. Le tout est de savoir si maintenant cette réforme fiscale ne va pas être gâchée par les impacts plus que négatifs d'une éventuelle guerre commerciale, voire monétaire un jour avec la Chine. Ok, on va évoquer bien entendu les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais j'aimerais juste qu'on évoque encore ce fameux plan d'investissement dans les infrastructures. Donald Trump a souvent évoqué le chiffre de 1000 milliards de dollars. Pour l'instant, si ma mémoire est bonne, rien n'a encore été concrètement mis en place. On parle aussi ici, en termes d'impact, d'une possible surchauffe de l'économie américaine. Oui, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on parle de 1000 milliards, voire de 1500 milliards de dollars sur une période de 10 ans, et pas de manière instantanée, ce qui fait à peu près 150 milliards par an, sur un budget fédéral qui doit être de l'ordre de 4500 à 5000 milliards, donc c'est vraiment pas grand-chose, c'est 3%, et sur un PIB de 18 000 milliards, donc c'est vraiment très très peu de choses.
Par contre, ça peut à la marge avoir un impact positif. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce plan vise à une jouvence des infrastructures américaines dans le domaine de la distribution d'eau, du transport, parce qu'il suffit d'aller aux États-Unis et à New York en particulier pour voir dans quel état sont les infrastructures. Ce n'est pas extraordinaire. Donc c'est plutôt un renouvellement naturel de ce que l'État devrait faire pour maintenir ces infrastructures à niveau. Ok. Parlons maintenant concrètement des tensions entre Chine et les États-Unis. On est en plein dans l'actu, vu ce qui a été annoncé ce matin par la Chine, en réaction aux mesures annoncées par Donald Trump. Donc je remets un peu dans le contexte. On sait que Donald Trump veut imposer, il l'a annoncé encore hier soir, des taxes douanières sur les importations chinoises pour environ 50 milliards de dollars. On a une liste provisoire de 1300 produits d'importation chinois. Et ce matin, la Chine a répliqué en annonçant l'imposition prochaine d'une taxe de 25% sur les avions, le soja, le maïs et les voitures, qui sont les principales exportations américaines vers la Chine. Juste pour remettre en place aussi, en termes de chiffres d'exportation de chaque côté, on a pour 2017, les chiffres 2017, d'un côté 130 milliards de dollars en termes d'exportation américaine vers la Chine, et côté chinois, c'est 506 milliards de dollars d'exportation chinoise vers les États-Unis. Donc on parlait d'un déficit important entre les États-Unis et la Chine. Quel est votre regard par rapport à ces tensions commerciales ? Vous savez, d'abord il y a une règle en économie, c'est que quand on prend l'épargne des ménages, des entreprises, du gouvernement et du commerce extérieur, ça doit être égal à zéro. Donc si un pays importe trop, c'est qu'il n'épargne pas assez. C'est aussi simple que ça. Donc ce ne sont pas les Chinois qui ont profité de la bienveillance des Américains, c'est plutôt les Américains qui consomment trop et donc qui ont un taux d'épargne agrégé domestique qui est trop bas. Et ça, c'est une règle en macroéconomie qui est imparable. Donald Trump déclenche des guerres, peut-être pas pour les gagner, mais pour secouer la nature des accords commerciaux. Donc il n'est pas du tout exclu que les menaces d'augmentation tarifaire, de part et d'autre, soient finalement apaisées assez rapidement dans la renégociation de certains accords. Parce que si les Chinois, effectivement, mettent en œuvre cette taxe importante sur les avions, mais aussi sur le soja, ça veut dire que des pans entiers de l'activité économique américaine vont en être affectés. Je pense au soja, par exemple. 45% du soja produit dans le monde vient des États-Unis. C'est le premier producteur devant le Brésil. Et les Chinois en sont les premiers importateurs de ce soja américain. Ça veut dire concrètement que le Midwest, qui a déjà été fort frappé par la désindustrialisation dans les années 70 et 80, j'en parlais tout à l'heure, qui s'est recyclé en grande partie dans l'agriculture après avoir été frappé par la baisse du prix des matières premières et donc du grain, se verrait une troisième fois pénalisé. Et donc ça pourrait avoir des impacts assez importants. Mais je crois que la messe n'est pas encore dite. Il y a peut-être maintenant une renégociation. Il faut aussi savoir que cette renégociation ne peut pas être que commerciale parce qu'il y a une relation entre la devise chinoise et le dollar américain qui empêche tacitement les Chinois de déprécier trop fortement leur devise pour gagner des avantages concurrentiels, et que la contrepartie des importations importantes américaines par rapport en provenance de Chine, c'est en fait des surplus commerciaux chinois sur les Américains qui sont investis dans la devise américaine, et donc les Chinois sont les premiers teneurs de compte de la dette publique américaine. Donc on ne pourrait pas imaginer d'avoir une guerre commerciale et monétaire qui pulvérise cette relation, parce que je crois que finalement les deux pays en seraient complètement perdants. Les Chinois, parce que leur capacité d'exportation serait altérée, parce que peut-être la valeur des obligations d'État américaines qu'ils possèdent serait aussi, elle, dépréciée suite à une éventuelle guerre des monnaies, et parce que les Américains devraient alors produire de manière domestique plus cher ce qu'ils importaient, avec l'obligation de payer des taux d'intérêt plus élevés sur une devise qui est dépréciée. Donc je pense qu'on est peut-être dans le stade des formalités d'usage, et qu'il ne faut pas, je crois, prendre cette situation comme étant l'aboutissement définitif et en tout cas pas exclusif d'une situation de débat entre deux pays. Oui, c'est plutôt le style de négociation de Donald Trump
plutôt qu'un réel, que de réelles mesures en fait. Voilà. Ok. Toujours dans cette tension entre États-Unis et Chine, on voit que quand même du côté des investisseurs, ça panique. En tout cas, ici ces derniers jours, Wall Street et même en zone euro, on évolue dans le rouge vif. Est-ce que pour vous, cette réaction des marchés financiers est exagérée ? Non, les marchés financiers sont une pulsation permanente et donc les marchés financiers pondèrent le court terme, qui est souvent amplifié médiatiquement, avec la réalité du long terme. Mais donc, je pense que les marchés financiers ont, au-delà des péripéties de l'actualité, la conscience du fait que les périodes de croissance boursière ne peuvent pas être perpétuelles et que la croissance importante qui a succédé à l'élection de Trump, puisque les cours de bourse ont quasiment augmenté d'un tiers avant de se reprendre un petit peu, cette croissance est extrêmement importante à l'aune des cycles économiques. Finalement, elle était presque improbable, sachant que déjà, au moment de l'élection de Trump, on parlait d'une entrée possible des États-Unis en récession en 2017 ou en 2018. Donc voilà, je pense qu'il y a une conjugaison de choses diverses. Maintenant, vous savez, il faut être très prudent en matière boursière. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, en avril 2008, je dirigeais la Bourse de Bruxelles. Si on m'avait dit que 6 mois plus tard, tout allait s'effondrer, je n'aurais pas cru. Donc je pense qu'il faut être prudent. Je n'anticipe pas de crash parce qu'ici, on a des paramètres économiques plus transparents. Mais bon, voilà, les marchés financiers ont parfois des périodes de respiration plus douces. Il faut un peu d'aromathérapie et c'est le cas maintenant. Ok. J'aimerais avoir un autre point de vue sur l'économie américaine. C'est le point de vue de la Réserve fédérale. Oui. Le livre belge qu'elle a publié en fin janvier était très optimiste sur l'économie américaine, ce qui a poussé certains investisseurs à anticiper 4 hausses de taux cette année, mais la Fed, en relevant son taux pour la première fois en 2018, en mars, a répété qu'elle ne ferait que 3 hausses de taux cette année, mais par contre, pour 2019, elle a dit que, contrairement aux attentes de 2 hausses de taux, elle ferait bien 3 hausses de taux. Est-ce que c'est vraiment le signe que l'inflation aux États-Unis progresse ? Vous savez, ce graphique est très intéressant parce qu'il reprend donc les taux directeurs de la Fed depuis 1985. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on était en période d'inflation importante dans les années 80-90, les taux ont été élevés parce qu'il fallait contraindre cette inflation. On a parlé d'ailleurs de période de grande modération. Il y a eu une baisse ensuite qui était en fait corrélée à la baisse de l'inflation. Il y a eu légèrement un tassement après l'année 2000 qui s'est accéléré après quand la bulle Internet s'est présentée parce que la Federal Reserve a voulu jouer en fait le rôle de soutien des marchés. Et ensuite, il y a eu une forte augmentation entre 2004 et 2008 qui était stupéfiante parce que la Banque centrale anticipait un boom immobilier qui était hors de contrôle, parce qu'on sentait un risque de surchauffe économique. L'inflation avait atteint à un certain mois quasiment 6 à 8%. Mais ça montre quand même bien qu'on peut se demander si la Banque centrale a raison d'intervenir. Parce que quand on voit l'augmentation entre 2004 et 2008, et puis de 2008 à 2010, la chute catastrophique, on peut se demander si on n'aurait pas mieux fait d'éviter tout ça, de ne pas augmenter les taux en 2005, sachant que c'est cette augmentation de taux qui a fait plonger de nombreux ménages américains, puisqu'ils n'ont plus été à même de rembourser leurs intérêts. Donc, je pense qu'il y a... Je fais partie de ceux qui croient, qui sont convaincus que les banques centrales sont très humaines, beaucoup moins scientifiques qu'on ne le pense, et que donc parfois mettent en œuvre des décisions qui semblent plutôt inductives que déductives. Alors, c'est vrai que les taux remontent maintenant. Oui. Je reste sceptique, je l'ai souvent dit d'ailleurs, quant à la rapidité d'augmentation des taux, parce que je ne vois pas pourquoi les Américains devraient normaliser leur situation monétaire plus rapidement que d'autres pays. Il faut bien sûr garder une devise affaiblie, mais suffisamment forte pour attirer des investisseurs étrangers, d'autant plus que si les États-Unis rentrent en récession ou en contraction économique, il faut avoir des investissements étrangers, c'est une bonne chose. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, le dollar étant une devise qui est structurellement dévaluationniste, on peut se demander si les Américains ont vraiment intérêt à avoir un dollar fort, alors qu'une des critiques qu'avait exprimé Donald Trump à l'encontre d'Obama, c'est d'avoir pénalisé les exportateurs américains par un dollar trop fort, qui n'était en fait pas un dollar qui était fort par nature, mais qui était plutôt lié au fait que d'autres pays comme l'Europe avaient commencé à imprimer la monnaie pour affaiblir leur propre monnaie.
Et vous disiez qu'un président de la Réserve fédérale, ou même un président américain, a toujours été optimiste sur l'économie américaine. Toujours. Et que donc le message optimiste qu'on a eu en début d'année de Jérôme Powell, il faut un peu le nuancer. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a été nommé par le président américain, quelques semaines après, alors que Donald Trump n'arrête pas de claironner que l'économie va bien, dise que l'économie ne va pas bien, son test de crédibilité, c'était une augmentation des taux. Parce que s'il n'avait pas fait d'augmentation des taux d'intérêt, on aurait pu le taxer d'être en fait au bot de Donald Trump. Mais donc je reste sceptique quant au fait qu'on va vraiment augmenter les taux d'intérêt américains. Il faut pour ça regarder l'histoire américaine, l'histoire de la politique économique et monétaire américaine, pour bien comprendre que les Américains gèrent leurs devises pour des motifs uniquement domestiques, mais qu'en même temps, dans une économie qui devient globalisée, en fait, tous les flux monétaires sont interconnectés, et donc les Américains ne vont pas se pénaliser par un dollar qui deviendrait trop fort suite à une augmentation des taux d'intérêt, et cela au bénéfice des pays qui gardent une monnaie faible. Ok. Je regarde un peu au niveau des questions de nos internautes. Oui. Il y a quelque chose qu'on a évoqué, enfin que vous avez évoqué pendant le chat vidéo. Je me permets juste de rebondir là-dessus maintenant qu'on a fait quand même un beau panorama de l'économie américaine. C'est au niveau de l'inflation. Ce matin, on a eu les chiffres de l'inflation en zone euro qui a accéléré en mars à 1,4%. Et vous disiez notamment que la BCE devrait abandonner son objectif d'inflation de 2%. Pourquoi donc ? Mais je pense que la BCE va abandonner cet objectif parce que, d'abord, on se rend compte que l'inflation répond à bien d'autres motifs que la création monétaire. Et donc toute l'école, d'ailleurs, quantitative de la monnaie, dont j'étais un des adeptes, est en train d'être mise en défaut. Mais on ne peut pas imaginer que la Banque centrale européenne maintienne la poursuite d'une inflation à 2%, alors que certains pays comme l'Allemagne veulent mettre fin au programme d'assouplissement quantitatif et que la Banque centrale européenne elle-même a dit qu'il y aurait une fin aux choses. Alors de deux choses l'une, ou bien il y a une fin et on fait son deuil de l'objectif de 2%, ou bien on garde l'objectif de 2%, mais il n'y a pas de fin à la création monétaire. Et donc je pense que la BCE va faire un deuil de cette inflation, ce qui montre d'ailleurs combien elle était dans l'erreur de ne pas voir la déflation quand il fallait la voir. Donc la Banque centrale européenne n'a pas vu la déflation alors que tout le monde pouvait la voir, et ne trouve pas l'inflation alors qu'elle a dit qu'elle la retrouverait. Ok. Et c'est un problème uniquement pour la zone euro, ou d'autres banques centrales pourraient suivre l'exemple de la BCE, comme la Fed? Je pense que les banques centrales vont progressivement se retirer des marchés, se retirer de la création monétaire, qui a eu pour objectif de stimuler l'économie, d'affaiblir les devises, de mettre un peu de liquidité dans le système, voire beaucoup de liquidité, parce que l'économie maintenant retrouve plus ou moins des bases stabilisées, et qu'il n'est pas sain que les banques centrales soient en permanence présentes de manière aussi massive dans l'économie. Puis il y a un autre phénomène, évidemment, qui est que quand on commence à créer de la monnaie, ce qui a pour objectif d'affaiblir une monnaie, mais aussi de faire baisser les taux d'intérêt, eh bien, avant que l'inflation éventuellement ne remonte, on crée ce qu'on appelle un effet richesse dans les marchés, c'est-à-dire que le prix des actifs augmente mécaniquement par le jeu de l'actualisation, par le jeu de taux d'intérêt qui sont plus bas. Et que donc on a progressivement rendu les banques centrales maintenant, on a placé les banques centrales dans une position où elles influencent fortement les marchés. Donc les marchés financiers sont en dépendance, sont subordonnés aux banques centrales, et donc les banques centrales ayant aspiré la volatilité des marchés vont devoir faire refouler cette volatilité du marché, et il ne faudrait pas qu'on accuse cette banque centrale, à un moment, de détruire l'effet richesse qu'elles ont contribué à créer. Donc ça va être extrêmement compliqué, et ça explique pourquoi rentrer dans la création monétaire, c'est facile, s'en dégager, c'est bien plus compliqué. Oui, mais donc les craintes qu'on a eues pour l'inflation en début d'année, qui a aussi notamment provoqué cette correction des marchés financiers en février. Peut-être pas d'accord ? Je ne crois pas qu'il y ait de tendance inflationniste pour le moment. Il y en aura un moment de l'inflation, parce que voilà, les chocs économiques se surmontent, parce que la création monétaire, in fine, va sans doute susciter un peu d'inflation. Mais on voit bien que
après avoir imprimé 2500 ou 2200 milliards de dollars dans la zone euro, on a toujours une inflation qui est largement en dessous du seuil de 2%, malgré le fait que la Banque centrale européenne avait clamé il y a 2 ans qu'on s'approchait du seuil de 2%. Et donc ça marchait. Donc je pense que c'est une leçon d'humilité pour tout le monde, pour les théoriciens de l'économie, mais aussi pour les banquiers centraux. Ok. On va gentiment clôturer ce chat vidéo. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on discute. Bon, on a eu un petit problème technique tout à l'heure, mais ça fait, oui, 45 minutes. J'aime bien, en guise de conclusion, ramener un peu toutes les idées qu'on a évoquées pendant le chat vidéo. En résumé, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pas pour l'évolution de l'économie américaine? Oui, moi je reste très optimiste. Je pense qu'on a tous été extrêmement perturbés par ce choc de 2008, qui reste vraiment dans les mémoires, et je pense qu'il faudra quasiment une génération complète pour le diluer dans le temps. Mais l'économie a retrouvé des bases favorables, des bases stabilisées. La traction économique se sent un peu partout. Il suffit de penser à la Belgique, quand même, qui a un taux de croissance qui est satisfaisant, avec une mise à l'emploi nette qui est quand même très importante. Donc l'économie va beaucoup mieux, mais l'économie est en même temps en mutation. Et donc les marchés financiers sont à la fois portés par l'optimisme naturel qui anime l'économie réelle, mais en même temps contrariés par certains phénomènes géopolitiques, par l'éventualité de guerre commerciale, voire de changement de paradigme, notamment dans le domaine technologique. Mais donc je suis bien sûr tout à fait positif. Ok, mais je prends alors mon dernier graphique, qui est l'évolution du S&P 500. Cette correction des marchés financiers en février est maintenant une tendance plutôt à la baisse. Est-ce quand même pas le signe d'inquiétude pour l'économie? Je pense que les chutes boursières, d'abord, sont inhérentes à l'évolution de la bourse. On ne peut pas avoir une bourse qui augmente tout le temps. Mais quand on voit depuis maintenant moins de 2 ans l'augmentation qui a été significative, je pense qu'on ne doit pas trop s'inquiéter de la chute récente. Le seul phénomène qui pourrait vraiment poser un jour un problème serait une augmentation impromptue des taux d'intérêt, qui rendrait l'argent plus onéreux et donc qui naturellement aurait un impact négatif sur les valorisations boursières, ou, et ça peut toujours arriver, et nul ne sait pourquoi ça arrive, ce qu'on appelle un raidissement des primes de risque. C'est-à-dire que tout d'un coup, les investisseurs prennent peur, s'inquiètent, deviennent pessimistes. C'est ce qu'on appelle le sentiment de marché, et ça arrive parfois après une période de déni. Donc l'euphorie est suivie par un constat, mais un déni de constat. Et puis tout d'un coup, il y a un phénomène de peur qui s'installe et les primes de risque augmentent avant de chuter, avant de chuter et puis de permettre une augmentation des cours boursiers. Et donc voilà, il se passe que les marchés portent en eux la volatilité qu'ils génèrent et que donc on a une petite chute boursière. Ce qui est, je crois, le plus frappant des dernières semaines, c'est à mon avis ce qui a touché les valeurs technologiques, parce que c'est la preuve d'abord que les monopoles finissent par agacer les États. Et quand on voit la façon dont Trump... Oui, avec Amazon. Oui, la façon que Trump utilise de traiter Amazon, ça montre bien qu'il y a un sentiment de perte de contrôle par l'État par rapport à ces mastodontes informatiques, et donc les États vont un jour intervenir. Ça prouve aussi que dans cette société technologique, l'écosystème n'est pas bien stabilisé en termes d'input et d'output. Par exemple, Amazon, c'est vrai, utilise, bien qu'en payant les services, le service postal américain, mais est-ce que, par exemple, toutes les entreprises qui bénéficient d'Internet payent le juste prix aux fournisseurs d'Internet? Je prends un exemple tout simple. Si les banques, aujourd'hui, demain, voyaient les connexions Wi-Fi disparaître pour une raison que je n'envisage pas, et qu'elles devaient reconstruire des agences, ça coûterait bien sûr beaucoup plus cher que l'utilisation d'un système Wi-Fi. Et donc, est-ce que tout le monde paye à tout le monde ce qu'il doit? Est-ce qu'on paye aux sociétés télécoms ce qu'on leur doit? Est-ce qu'on paye aux services de distribution de courrier de paquets ce qu'on leur doit? Je n'en sais rien. Et donc, la remarque de Trump sur Amazon, je crois, porte en elle une interrogation, à mon avis, intelligente. Mais globalement, c'est tout l'écosystème. Prenez Facebook, il n'est pas étonnant que les États interviennent, parce que les États ne supportent pas très longtemps qu'un opérateur privé connaisse mieux ses citoyens qu'eux-mêmes. Donc voilà, l'écosystème change peut-être. Peut-être qu'on est à la fin de valorisation de monopoles privés, et que progressivement, ces réalités vont se diluer dans le temps. Ça explique
peut-être en partie pourquoi les cours de bourse ont chuté récemment. La fin d'un cycle, en fait, que ce soit économique ou d'une tendance. Une respiration, je dirais plutôt en termes musicaux. Ok. Et juste, parce qu'on avait ici un internaute qui se posait la question pour l'Europe, on voit que l'Europe réagit aussi très négativement, alors que, peut-être vous pouvez donner votre avis en quelques minutes, l'économie européenne va très bien aussi. L'économie européenne va beaucoup mieux, et puis surtout la crise des dettes était, on va dire, allégée par l'intervention de la Banque centrale. Le modèle social-démocrate européen s'installe un peu partout, et donc la crise des dettes souveraines, qui avait suscité des remous en termes d'expression politique, est, je crois, derrière nous. Alors pour un bien ou pour un mal, ça c'est un autre débat. Et donc l'économie, non, ne va pas trop mal du tout en Europe, les bénéfices sont bons. Et il y a sans doute eu un excès de pessimisme européen. Alors c'est vrai que les bourses européennes sont très dépendantes de l'évolution des bourses américaines, avec un phénomène, on va dire, de capillarité globale en termes de valorisation. Je ne suis pas tellement inquiet. Ok. Et ben voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas Bruno Coleman d'avoir participé à notre chat. Merci à vous, internautes, d'y avoir participé aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre chat vidéo. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous.